Dominique Escribe, je fais partie d'un service qui s'appelle le QEDEM, c'est-à-dire le service d'animation culturelle de la ville de Nice, et je travaille essentiellement avec des scolaires, c'est-à-dire des élèves depuis le cours moyen première année jusqu'à l'université du troisième âge. C'est donc un éventail très large, comme vous le voyez. Et bien sûr, je travaille essentiellement sur l'histoire locale, l'histoire de la région, de la Côte d'Azur, du comté de Nice, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Belle Époque. Bien, de ce promontoire qui domine la baie de Villefranche, nous avons l'une des plus belles vues panoramiques de la Côte d'Azur. Nous sommes à quelques pas de la Grande Corniche qui domine donc entre Cannes et Monaco toute la côte. Et nous apercevons la côte depuis pratiquement l'Estérel, c'est-à-dire de l'autre côté de Cannes, que nous apercevons tout à fait au fond. Nous avons ensuite cette grande presqu'île qui s'avance dans la mer, qui est le cap d'Antibes. Et puis nous avons l'aéroport, que l'on voit très bien. Et alors plus près de nous, il y a le cap de Nice. Le cap de Nice qui, avec le cap Ferrat, enserre un golfe qui est la baie de Villefranche, qui est le principal golfe, la principale baie naturelle, la plus intéressante pour que les bateaux puissent faire escale. Et donc cela explique que Villefranche-sur-Mer a été pendant plusieurs siècles le principal port de cette région. Alors, ce que nous voyons aussi sur le cap de Nice, eh bien, c'est un château, un fort du XVIe siècle. Cela demande quelques explications car notre région a été pendant des siècles une région frontière. Je parlerai plus longuement tout à l'heure lorsque nous serons à Monaco de ce rôle au début du Moyen-Âge. Mais disons que de 1388 à 1860, donc pendant en gros 6 siècles, la frontière entre la Provence, plus tard attachée à la France, au royaume de France, et la région niçoise, qui appartenait au duc de Savoie, à la maison de Savoie, sera ce petit fleuve qui s'appelle le Var. Et cela explique que l'on trouve de part et d'autre du Var des fortifications importantes. En effet, n'oublions pas que les rois de France ont fait des guerres en Italie à l'époque de François Ier pendant tout le XVIe siècle. Et donc la région niçoise va être directement menacée par cette expansion française. Et l'on trouvera des fortifications du côté du royaume de France. C'est le cas par exemple de la ville royale de Saint-Paul-de-Vence qui a été fortifiée sur ordre de François Ier. C'est le cas d'Antibes, du fort Carré, importante fortification datant également du XVIe siècle avec des ajouts au XVIIe siècle. Et puis bien sûr la maison de Savoie qui régnait sur Nice et sur la partie de la côte qui est de ce côté-ci du Var n'était pas en reste. Il y avait des fortifications extrêmement importantes sur la colline du château à Nice, elle n'existe plus, seul reste le nom, il y a maintenant un jardin, car le roi Louis XIV, lorsqu'il s'est emparé du comté de Nice, a fait détruire ce château, donc au début du XVIIIe siècle. Mais par contre, le fort que nous voyons sur le cap de Nice, qui était le fort du Mont-Alban, qui défendait la route entre Nice et Villefranche, car à l'époque il n'y avait pas de route du bord de mer. La route de Nice à Villefranche passait par le col de Villefranche, qui correspond à la moyenne corniche, donc légèrement en dessous de l'endroit où nous sommes. Et également, Villefranche a des fortifications importantes, a un fort qui date de la même période du XVIe siècle. Nous voyons donc que jusqu'au début du XVIIIe siècle, jusqu'à ce que les armées de Louis XIV s'emparent de la région et détruisent une grande partie des fortifications, eh bien le rôle militaire de la région qui est de part et d'autre du Var est primordial. Ensuite, nous avons ici le cap Ferrat. Le cap Ferrat a longtemps été pratiquement désertique. Il y avait un petit port de pêche, mais enfin, ça n'était qu'un quartier rural de Villefranche, tout comme Beaulieu, qui est ici. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle, avec le développement du tourisme, que Beaulieu va se développer, va devenir une petite ville avec des grands palaces, avec des villas. Le cap Ferrat va se développer surtout grâce au roi Léopold II de Belgique, qui était propriétaire, on peut dire, pratiquement de la moitié du cap Ferrat au début de ce siècle, qui a fait construire de superbes villas.
Et à la suite de cela, eh bien, ce sera un quartier résidentiel. Mais vous voyez que les caps, que ce soit le cap d'Antibes, que ce soit le cap Ferrat, que ce soit le cap Martin, le cap d'Aille dans une moindre mesure, sont les endroits qui nous donnent le mieux l'image de ce qu'était Cannes, Nice à la Belle Époque. C'est-à-dire qu'ils ont conservé leur vaste parc, ils ont conservé des villas noyées dans la verdure, et c'était le cas de toutes ces villes de la côte, de cette côte d'Azur de la Belle Époque. Ici, on a changé de paysage. Tout à fait, nous avons une vue saisissante sur ces falaises calcaires qui sont l'extrémité de l'arc alpin et qui tombent à pic sur la mer. C'est une région extrêmement pauvre. Vous voyez qu'en fait la roche effleure à peu près partout. À peu près partout, et vous apercevez un village, vous avez du mal d'ailleurs à le voir, il se confond pratiquement avec la roche, c'est le village d'Èze. Èze qui est célèbre par son site, on dit que c'est un nid d'aigle, avec son château en ruine qui lui aussi a été détruit à l'époque de Louis XIV, dont je parlais il y a quelques minutes. Et ce village est aussi célèbre car un texte d'Ainsi parlait Zarathustra, du grand philosophe Nietzsche, a trait à la descente du village d'Èze jusqu'au bord de mer, à Èze bord de mer, et donc Èze est ainsi entrée dans l'histoire de la littérature. Nous sommes sur la Grande Corniche, c'est curieusement la première route du bord de mer qui a été faite. Avant, il n'y avait que des chemins muletiers et il faut bien reconnaître que le meilleur moyen pour se rendre de Nice à Monaco ou à Menton ou en Italie, eh bien, c'était la voie maritime, c'était de faire du cabotage, de prendre le bateau de Nice à Villefranche et de Villefranche à Monaco. Pourquoi est-ce que l'on a fait d'abord la Grande Corniche? Eh bien parce que cette route a été faite pour des raisons militaires à l'époque de Napoléon Ier, à l'époque où le danger principal pour les troupes françaises qui occupaient la région, c'était les bateaux anglais. Et donc Napoléon Ier a ordonné que l'on fasse cette route la plus éloignée possible du rivage, de façon à éviter qu'il y ait un débarquement anglais qui coupe la route. On a fait ensuite la basse corniche, c'est-à-dire la route du bord de mer, qui a été faite au moment du développement du tourisme dans les années 1860-1870, juste après le rattachement du comté de Nice à la France, puisque c'est en 1860 que le comté de Nice a fini d'appartenir à la maison de Savoie, qui a alors régné sur l'Italie. Nice a refusé de devenir italien et a donc été rattaché à la France. Et ensuite, la moyenne corniche que nous surplombons, qui est juste en dessous, elle n'a été faite que juste avant la Première Guerre mondiale et n'a été terminée qu'après la Première Guerre mondiale. Eh bien, la Turbie renferme un monument assez extraordinaire, puisque c'est le seul trophée monumental de l'époque romaine existant encore. Il y en a un autre, mais qui est dans un état en beaucoup moins bon état, qui est en Roumanie. C'est les deux seuls qui existent encore. Les autres, on ne les connaît que par des textes. Ce trophée monumental correspond en fait à la ligne de partage des eaux, marque la ligne de partage des eaux entre les versants italiens et français des Alpes. Le col de la Turbie est le col le plus bas des Alpes. Il surplombe directement la Méditerranée et donc les Romains ont voulu, à cet endroit, manifester que c'était la fin de l'Italie, c'était le début de la France. Bon, bien sûr, ils n'avaient pas tout à fait la même conception géographique que nous, mais ils avaient très bien saisi ce principe de ligne de partage des eaux. Et ces trophées monumentaux, donc, on sait qu'il en existait un certain nombre. Celui-là date de l'époque d'Auguste. Alors cela va peut-être vous étonner parce que vous savez que c'est sous César, le prédécesseur d'Auguste, que la conquête des Gaules a eu lieu. Seulement, les Alpes étaient très difficiles à conquérir et les Romains ont donc voulu conquérir d'abord sous César la Gaule de façon à pouvoir prendre en tenaille les Alpes. Et c'est seulement sous l'empereur Auguste que les Alpes ont été conquises, qu'il y a eu la pacification. On va d'ailleurs créer une ville tout proche d'ici qui est Séménélum, Cimier aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a donc, dans ce qui est devenu un quartier de Nice, de très importantes ruines romaines, notamment les thermes, justement, les mieux conservées des Gaules.
Ce monument a été bien sûr reconstitué au 19e car il avait beaucoup souffert et d'ailleurs vous voyez que au-dessus des grandes colonnes de l'époque romaine, eh bien, il y a un aspect tout à fait moyenâgeux car il était devenu une tour de défense au Moyen-Âge et c'est seulement sous Louis XIV que le monument a été pratiquement complètement détruit. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, n'est-ce pas, de ce souci de Louis XIV de priver la région de ses défenses militaires. C'était un point militaire sans grande importance, mais malgré cela, on a fait sauter ces énormes blocs et on s'est d'ailleurs servi d'une partie de ces blocs pour faire l'église baroque dont je vous parlerai dans quelques instants. Alors, il y a une inscription qui a également été reconstituée, il y a un petit musée, c'est un monument tout à fait étonnant. Le village par lui-même, nous avons vu il restait des portes du XIIIe siècle. Je dirais des portes et je ne dirais pas une muraille, car les villes avaient des murailles. Les villages, en fait, c'étaient les maisons qui servaient de murailles, maisons qui étaient aveugles du côté de l'extérieur du village. Et il y avait simplement 2, 3, 4 endroits où l'on pouvait entrer dans le village et qui étaient défendus par des portes fortifiées. Nous en avons vu déjà plusieurs du XIIIe siècle. Quant à l'église, il y avait bien sûr une église au Moyen-Âge, mais la plupart des églises du comté de Nice, de la région niçoise, ont été reconstruites à l'époque baroque. Et il n'est donc pas étonnant que l'église de la Turbie date de l'époque baroque. Vous avez vu son beau clocher avec en haut ses tuiles vernissées, tout à fait caractéristiques donc du XVIIIe siècle, et avec sa croix, avec un détail amusant, c'est la balance de Saint-Michel qui est sous la croix. Et je crois que nous allons nous diriger d'ailleurs vers l'église et peut-être jeter un coup d'œil au décor intérieur de cette église. Nous sommes donc dans l'église Saint-Michel. Ce n'est pas étonnant que cette église soit consacrée à Saint-Michel. C'est souvent le cas des églises dans les villages élevés. C'est le cas, par exemple, le fameux Mont Saint-Michel, bien sûr, et c'est le cas ici, à la Turbie, qui est un village donc élevé qui domine la mer. Alors vous voyez, c'est une église qui est curviligne à l'intérieur, très très belle, avec un équilibre entre une pureté de plan et un décor bien sûr riche, puisque c'est un décor baroque, avec beaucoup d'angelots, avec beaucoup de stucs. Et ce qui est particulièrement remarquable également dans cette église, c'est les faux marbres, car contrairement à ce que l'on peut penser, ce que vous voyez, ce n'est pas du marbre, c'est en fait du faux marbre, des peintures qui donnent l'illusion du marbre. Vous savez que le baroque, c'est le monde de l'illusion, c'est le monde du théâtre aussi, et vous remarquerez au-dessus des autels, donc tous ces poutis, ces angelots, on a l'impression, au-dessus de l'autel par exemple, de la mort de Saint-Joseph, on a l'impression qu'il y a au-dessus une loge de théâtre avec la Vierge au milieu qui apparaît dans une gloire, et au-dessus on voit donc les tentures de la loge de théâtre qui s'entr'ouvrent. Il faut également remarquer l'autel de la Vierge en face avec des ex-voto. Les ex-voto, ce sont ses cœurs, ses membres, c'est-à-dire ses jambes, en argent, c'est de la tôle d'argent, et qui était offert par les fidèles pour demander des grâces à la Vierge. Et lorsque la Vierge avait accordé cette grâce, eh bien, en remerciement, ils offraient un ex-voto qui pouvait être en tôle de fer, simplement si c'était des familles pauvres, mais qui pouvait aussi être en tôle d'argent lorsqu'il s'agit de familles riches. Eh bien maintenant, nous sommes dans le quartier le plus prestigieux de la principauté de Monaco. Pendant des siècles, Monaco, c'était le rocher. Ailleurs, c'était la campagne. Il y avait quelques moulins, quelques fermes, et puis il y avait surtout des terres incultes. Bon, il y avait des oliviers, il y avait des citronniers, des orangers. Et c'est seulement au XIXe siècle qu'un quartier s'est développé en dehors de la vieille ville. Et ce quartier s'est développé grâce au bâtiment qui est derrière moi, c'est-à-dire au casino. En effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plus grande partie de la principauté de Monaco a fait sécession en 1848. Et le prince est retrouvé à la tête d'un État minuscule et surtout sans aucune ressource pratiquement, puisque les ressources agricoles étaient extrêmement réduites, ne parlons pas des ressources industrielles, elles étaient inexistantes.
Alors il a fallu trouver un moyen pour la principauté de s'enrichir et par chance pour la principauté, depuis les années 1840, les casinos étaient interdits en France. Les cercles étaient permis. La différence entre le cercle et le casino, c'est que dans le cercle, il faut être inscrit, tandis que le casino est ouvert à tout le monde. Il faut être présenté dans un cercle parrainé. Et donc, la principauté de Monaco, le prince de Monaco, a profité de cela, puisqu'il était souverain dans son territoire, il a fait ouvrir un casino. Ce casino est devenu prestigieux, il a pu devenir très important, puisque c'est seulement en 1881 qu'en France, la loi a permis l'ouverture de casinos. En 1880, il était lancé et ça, il était tellement connu, tellement populaire que même l'ouverture des casinos à Nice, dans des autres villes françaises, à Menton, n'a en rien empêché qu'il reste vraiment le casino phare de la Côte d'Azur et certainement le plus célèbre de l'ancien monde, le plus célèbre d'Europe. Alors ce casino, il est en grande partie l'œuvre d'un architecte prestigieux, puisque c'est l'architecte de l'Opéra de Paris, c'est Charles Garnier. En 1879, il a remplacé deux bâtiments plus anciens qui étaient de dimension plus réduite. Il a d'ailleurs eu des adjonctions ensuite à la Belle Époque, mais il est tout à fait typique du style Belle Époque qui est tellement lié à l'histoire du développement de la Côte d'Azur. Et puis il y a à sa droite le Café de Paris qui en fait a été entièrement refait dans le style Belle Époque, vient juste d'être terminé après de nombreux avatars. Et puis il y a également, nous le verrons dans quelques instants, le Grand Hôtel de Paris qui est aussi inséparable de cette image Belle Époque de la principauté. Toutefois, il faut nuancer. Au XXe siècle, surtout depuis une trentaine d'années, la principauté ne dépend pas entièrement au point de vue économique du tourisme. Le tourisme ne représente plus qu'un quart de ses revenus et le casino, malgré tout son prestige, n'en représente qu'à peu près 4 à 5% des revenus de la principauté. La principauté, c'est aussi un centre industriel et cela on l'ignore trop souvent. En effet, il y a énormément d'industries de pointe dans la principauté, ce qu'on appelle des industries propres. Et chaque matin, il y a des milliers de travailleurs qui viennent de Nice, de toute la côte et surtout de la côte italienne pour travailler dans la principauté. Alors la principauté, son gros problème, c'est qu'elle manque de place. D'où une conséquence que vous voyez devant vous, c'est qu'on a construit en hauteur. Vous avez, c'est un petit New York, entre guillemets. On est étonné de trouver au cœur de la Provence un petit New York. Eh bien, c'est parce que c'était le seul moyen pour la principauté. Il fallait qu'elle gagne de la hauteur, qu'elle gagne de la place en hauteur. Mais comme on ne pouvait quand même pas multiplier ce type d'immeuble, eh bien, on a trouvé un nouveau système il y a quelques années. Il y a un quartier qui a été fait entièrement sur l'eau.